on va commencer à démarrer. Donc bonjour à tous, moi je suis Jessica de Tech for Good France. Ce matin, on fait un webinaire spécial digital avec notre partenaire Palo IT. Donc on a le plaisir d'avoir la directrice de Palo IT France avec nous ce matin qui fera une petite intro et Julien qui est Senior Product Owner et qui va du coup animer ce webinaire. Ce que je vous propose pour faciliter l'interaction pendant le webinaire, c'est que vous utilisiez le chat si vous avez des questions pendant la présentation de Julien. Et il y aura des temps de pause où je poserai les questions à Julien. Il y aura 3 à 4 temps d'échange pendant la session. Je regarde. Il y a des gens maintenant. Est-ce que Karine, tu veux présenter Alors, attends, je te mets en... Ok, c'est parti. Ouais. Bonjour à tous, ravie de vous voir avec nous ce matin. Le but aujourd'hui, c'est de vous faire partager nos best practices et le résultat de quelques mois de recherche et de travail. Alors, Palo IT, on est en fait une entreprise internationale de conseil et réalisation logicielle. On est 450, 470 peut-être maintenant, parce qu'on a une assez forte croissance partout dans le monde. On est sur 7 pays, donc Asie, Singapour, Hong Kong, Thaïlande et Sydney en Australie, Colombie et Mexique. Et puis en France, on a 5 bureaux, Paris, Lyon, Nantes, Toulouse et Nancy. On fait beaucoup de réalisation de solutions logicielles, plutôt en open source, systématiquement du spécifique, on ne fait pas du tout d'intégration. Et on a des équipes, Julien ici présent, seniors, et qui font du coup, qui accompagnent les clients du cadrage amont du projet, la recherche utilisateur, jusqu'au delivery d'un produit digital. C'est une grosse partie de notre activité, même si on a aussi du conseil en transformation agile et de l'archi. Ce pourquoi on partage aujourd'hui notre savoir-faire et notre expérience, c'est que déjà, c'est dans notre ADN. On a un projet d'entreprise qui pivote au fil de l'eau et ça prend du temps vers tout ce qui est tech for good. Et dans notre ADN, ça a toujours été de partager. C'est le principe de l'open source et de l'agilité. Partager, collaborer. Donc, quand on arrive à faire quelque chose bien, on essaye d'en faire profiter la communauté. On avait eu sur nos différents projets un bon galop d'essai avec les grèves à Paris en décembre dernier qui nous avaient poussé à nous organiser complètement en remote sur la gestion de produits digitales et d'équipes en agile en remote. Et puis, nos filiales asiatiques ont commencé le remote il y a 3 mois maintenant et donc ont elles aussi pu nous faire partager leurs best practices et autres. Julien, qui a mené de main de maître un démarrage de cadrage le jour du confinement, avec des clients pas forcément très aguerris et très agiles, ni habitués au télétravail, va vous faire partager comment il a réussi à faire tout ça. Et n'hésitez pas à lui poser des questions parce que c'est vraiment à l'épreuve de la réalité de projet, tout ce qu'il a fait. Voilà. Donc, je précise suite au message de Desa que l'intervenant de ce matin, c'est bien Julien qui va se présenter, qui va s'afficher en gros, et que moi, je ne suis que l'animatrice de For Good France et la modératrice de cette session. Yes, et ben non, je crois que je la parle. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être parmi vous ce matin. Donc moi, je suis Julien, comme l'a dit Karine, je suis Product Owner chez Palo IT. Donc mon travail au quotidien, ça consiste à réaliser des projets et des produits digitaux que les utilisateurs aiment, utilisent et qui permettent aussi à des entreprises et à des organisations en fait, de réaliser leurs objectifs. J'interviens sur tout le cycle de vie des projets et des produits, des phases vraiment très amont, donc comme on va le voir ce matin, les phases de cadrage, d'idéation, sur des thématiques variées. Ça peut être aussi bien fonctionnel que business avec de l'analyse de la valeur. Mais on intervient aussi sur des phases plus de réalisation, de conception, où là, on travaille avec des équipes pluridisciplinaires, des développeurs, des designers, avec des méthodologies de travail agiles. Vous avez peut-être entendu parler de sprint, de scrum. Alors, on utilise toutes ces méthodologies donc pour réaliser ces produits. Et on peut aussi également intervenir un peu plus tard dans le cycle de vie du
projet, du produit, sur les phases de run et de suivi et du cycle de vie du produit. Donc, comme on le disait en introduction, ce matin, on va… Alors, je vais partager mon écran. J'en profite du coup pendant le partage d'écran. Vas-y. L'idée, c'est que vous posiez vos questions sur le chat au fil de l'eau. Et il y a des moments où je demanderai aussi si vous avez des questions. Mais n'hésitez pas à tous utiliser le chat pendant la présentation de Julien. Ouais, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a des… Donc, je ne sais pas si vous êtes trop familier avec le digital ou pas. C'est vrai qu'on a un peu notre jargon. Il y a des mots, des concepts qu'on a intégrés et qui pour nous peuvent être naturels. Donc, j'ai bien pensé à tous les définir avant d'en parler. Si jamais à un moment vous sentez que vous êtes largué, il n'y a pas de problème, vous m'interrompez. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Alors, si les gens qui ont la caméra, vous pouvez la faire comme ça ou vous pouvez faire une réaction. Je crois que tout le monde voit ton écran. Ouais, top. Donc, ce matin, on va regarder, je vais vous expliquer comment cadrer votre projet digital sans partir en live. Donc, on va parler de quoi? Donc, je vais vous présenter un format de cadrage qui est réalisable à distance. Quand je dis qu'il est réalisable, c'est que, comme disait Karine, on l'a éprouvé et on l'a rodé à plusieurs reprises à distance. Ça fonctionne. Voilà, les clients étaient satisfaits. On a atteint nos objectifs. Et dans un second temps, je vais vous partager en fait des meilleures pratiques sur le déroulé de ces ateliers de cadrage, de ces phases de cadrage. On a tiré pas mal de leçons de ces moments passés tous à distance. Et je vais vous donner un peu les meilleures pratiques, des petites astuces ou vous donner des tips pour que vous ne tombiez pas dans les mêmes travers que dans lesquels on a pu se trouver. Donc, j'ai mis quelques gifs animés parce que j'aime bien les gifs animés, mais je vous rassure, par la suite, il n'y en a plus trop, mais j'ai quand même mis quelques illustrations pour étayer mon propos. Donc, comme je vous le disais, il va y avoir du vocabulaire propre à l'agile, au lean, au design thinking. Ça, c'est un peu nos philosophies de travail, l'agilité, le lean, le design thinking. De nos méthodes de travail, en fait, transpire un peu de tous ces concepts. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter si à un moment, ce n'est pas clair pour vous. Et ensuite, culture produit versus projet. Voilà, le titre du webinaire, c'est cadrer un projet digital. Moi, comme je le disais en me présentant, je suis product owner. On travaille plus sur des produits. Il n'y a pas beaucoup de différence en fait. Quand on cadre un produit, on va plus être focus sur la valeur qu'on délivre à un utilisateur, alors que quand on travaille en fait en mode projet, on est un peu plus focus sur le process et les méthodos. On va commencer tout d'abord par voir qu'est-ce que c'est qu'un projet digital. Donc, si vous travaillez sur un projet digital, il y a de fortes chances que vous travaillez sur un projet qui intègre au moins ces 3 composantes. La première, c'est l'UX, l'expérience utilisateur. Vous allez avoir des utilisateurs, des clients qui vont être embarqués dans des activités, dans des fonctionnalités, qui vont avoir faire face à des écrans, des interfaces. Et tout ça, ça va lever un certain nombre de problématiques qu'il va falloir résoudre. Bien sûr, qui dit projet digital dit aussi donc très grosse dimension technique, il ne faut pas se le cacher. Et bien évidemment, comme je le disais en introduction, on fait des produits pour satisfaire des utilisateurs, mais aussi pour résoudre des problématiques d'une entreprise, pour permettre à une entreprise ou à une organisation en fait, d'atteindre son objectif, de réaliser sa stratégie. Et vous et nous, en fait, il y a de très fortes chances pour qu'on se trouve en fait à l'intersection de ces 3 dimensions du projet digital. En fait, je pars du principe que normalement, si vous êtes un peu intéressé
par l'idée de réaliser un cadrage digital, c'est que vous êtes potentiellement chef de projet, PO ou PM. Votre projet digital, il peut intégrer beaucoup de dimensions. Là, j'ai mis vraiment les trois principales. Et de ces dimensions en fait, du projet digital, de cette définition du projet digital, il en découle un peu la physionomie de votre équipe. J'espère que vous n'allez pas être tout seul à cadrer ce projet digital. C'est toujours mieux d'être au moins deux, au moins en équipe. Et les gens qui pourraient et qui doivent en fait vous entourer sont les gens suivants. Pour vous aider sur la dimension en fait, UX, comportement utilisateur, c'est bien de s'entourer d'un UX ou d'un UI designer. Sur la partie tech, assurez-vous d'avoir un développeur, un architecte ou un profil type tech lead pour vous aider à cadrer la dimension technique. Et pour ce qui est de la dimension business, intégrer en fait dès le cadrage, si possible, vos futurs utilisateurs, vos futurs clients, des gens qui vont pouvoir vous permettre déjà de commencer un peu à vous donner du feedback dès le cadrage. Et le cadrage, pourquoi, comment? Alors, pourquoi est-ce qu'on cadre un projet digital? Donc déjà, si vous avez l'envie de réaliser un projet digital, c'est que j'imagine qu'à la base, vous avez une idée. Vous avez une idée, vous avez un concept. Et cette idée, il va falloir la réaliser. Et il y a de fortes chances que ça prenne la forme d'une application, d'un site internet ou d'un tout autre dispositif digital. Et pour pouvoir le réaliser, ce projet, ce produit, ou du moins ce premier prototype, il va falloir commencer à écrire des lignes de code. Et de permettre d'aller de l'idée jusqu'à la première ligne de code, il va y avoir tout un tas d'étapes logiques qui s'enchaînent bien les unes à la suite des autres et qui vont vous permettre d'aller de l'idée donc à la ligne de code. Faire un cadrage, donc c'est passer du mode think au mode build. C'est aussi préparer la phase de conception en mode agile. Vous pouvez être très bien aussi dans une entreprise ou dans une organisation au sein de laquelle vous avez besoin de rassurer des stakeholders, vous avez besoin de rassurer votre hiérarchie sur le fait que vous savez où va vous mener votre projet, votre produit. Il y a une autre raison pour laquelle on fait un cadrage, et ça pour moi c'est la raison la plus importante, c'est pour ça que je l'ai mise en gras, c'est commencer à formuler des hypothèses. Vous allez résoudre des problématiques pour les utilisateurs. On n'est jamais très sûr de ce à quoi va ressembler le résultat final, la solution cible. Donc, le cadrage, c'est le moment de commencer à poser des hypothèses que vous allez pouvoir tester et développer par la suite. Un projet digital et un produit, il ne faut pas se mentir, c'est aussi une grosse organisation, c'est mobiliser des gens, des moyens, et tout ça, ça demande en fait des budgets, des financements. Mais réaliser un cadrage, c'est aussi peut-être un moyen pour vous d'obtenir ces financements qui vont vous permettre de réaliser ce produit. Il y a un autre objectif également, plus cette fois-ci, on va dire au sein de l'équipe de cadrage et de la future équipe de développement, c'est d'aligner en fait, d'aligner tout le monde sur le fait qu'on travaille bien sur le même sujet, qu'on le voit bien tous de la même manière et on parle tous de la même chose. Donc, vous pouvez voir que j'ai rayé deux possibles raisons de pourquoi est-ce qu'on fait un cadrage. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Un cadrage, comme je disais, on ne va pas définir très très précisément la solution cible et essayer de prédire le futur. Un cadrage, c'est on définit un périmètre, on commence à dessiner les contours d'une solution, mais on n'est pas en train de commencer à faire des choix sur lesquels on va.
Et enfin, ce n'est pas non plus le moyen de former une équipe. Vous allez réunir des gens, former une équipe de cadrage. Pour souder cette équipe, il va falloir un peu plus de temps que le cadrage. Ils vont devoir commencer à produire ensemble, à réaliser ensemble, à se tromper ensemble. À la sortie d'un cadrage, si les gens ne se connaissaient pas en entrée du cadrage, votre équipe sera constituée, mais peut-être pas soudée. Et la recherche utilisateur dans tout ça, vous allez voir, j'en parle pas particulièrement parce que cette démarche user-centrique, elle se déroule en parallèle du cadrage. En fait, une recherche utilisateur, ça va être un ensemble d'activités et d'ateliers qui vont permettre d'étudier les utilisateurs finaux, les clients finaux, d'étudier leur comportement, de connaître vraiment leurs besoins et d'obtenir des retours et d'engager un dialogue avec eux. C'est vraiment un stream indispensable à réaliser pendant votre cadrage. On va le voir tout de suite après. Mais la recherche utilisateur, ça prend la forme d'enquête, d'interview et de parcours utilisateur. Donc tout ça, un cadrage, c'est pas rien. Je viens de lister toutes les raisons pour lesquelles on peut en faire un. C'est une phase qui est très très importante, qui est cruciale pour un projet. Le fait d'être en remote, ça va rien changer. L'intérêt pour le cadrage, ce sera le même, ça restera aussi important. L'intérêt pour les ateliers qui le composent, ce cadrage, va rester inchangé. C'est juste en fait le moyen de réaliser ce cadrage et la forme des différents ateliers et de la manière dont on s'organise qui va changer. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est un format de cadrage qui est plutôt bien adapté au mode remote. Le voici. On l'a utilisé pour 2 produits. Donc, comme l'a dit Karine, c'est des cadrages qui ont été réalisés donc ces derniers mois, donc pendant les grèves et pendant le confinement. Donc, c'est-à-dire que on n'a pas pu voir, en fait, on n'a vu personne sur le projet. Il y a même des gens qui ont été onboardés sur le projet alors qu'on ne les avait jamais vus. Donc, ce que je vous propose là, c'est une sorte de parcours de cadrage. C'est une succession d'ateliers à réaliser, de livrables à produire, qui vont vous permettre de définir là où vous voulez aller avec votre produit et votre projet. Donc, il va y avoir au début… Est-ce que, juste avant qu'on passe du coup au mode remote, si vous avez des questions sur comment on fait une phase de cadrage, la recherche utilisateur, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je le redis, c'est la meilleure manière de pouvoir poser les questions. Voilà. Ouais. Justement, en fait, c'est là où je vais parler un peu des différents ateliers qui permettent de réaliser un cadrage. D'accord. Donc, votre cadrage, il va commencer par… donc là, je vous présente la big picture, comme on dit. Je vous présente une vue synthétique. Et puis, on va rentrer un petit peu dans le détail. Et je me permettrai de détailler juste deux des phases et deux des outils les plus sensibles du cadrage. Tout d'abord, commencer un cadrage, ça va commencer par des interviews, des discussions avec des utilisateurs, des parties prenantes, des gens qui vont utiliser votre produit ou qui vont bénéficier de votre projet. Ensuite, il va falloir formuler une vision produit. La vision produit, c'est vraiment synthétiser la vision de là où on veut être avec notre projet, notre produit à long terme, tout en commençant à lister grossièrement des premières fonctionnalités, des premiers KPIs. Ensuite, on va travailler les parcours utilisateurs, les user journey. Donc là, on va gratter déjà un peu plus. On va avoir une sorte de flux utilisateur. On va avoir une succession d'activités au sein desquelles les utilisateurs vont être embarqués au sein de ces produits. Une fois qu'on aura nos parcours, on va pouvoir définir une story map. Et là, on va vraiment rentrer un peu plus en profondeur. On va regarder les fonctionnalités
qu'on va vouloir développer, les fonctionnalités qu'on va vouloir proposer à nos utilisateurs. Une fois qu'on aura fait cet exercice de la story map, ce sera déjà une bonne grosse étape de franchir le cadrage et on va pouvoir dérouler des ateliers qui produisent des livrables un peu plus activables, avoir des livrables un peu plus palpables. Je pense un peu plus particulièrement au prototype. Votre designer, normalement avec qui vous allez réaliser ce cadrage, suite à la story map et au parcours utilisateur, il va pouvoir vous faire en fait vos premiers écrans. Et avec ces premiers écrans, vous avez déjà des premiers prototypes que vous allez pouvoir présenter aux utilisateurs que vous avez interviewés précédemment. Et faire cette boucle de feedback pendant le cadrage, c'est super important parce que ça peut justement vous éviter que votre projet il parte en live, quoi. Commencez à formuler des hypothèses super tôt, testez-les même pendant le cadrage et s'il faut, vous corrigez le tir avant de le présenter, ce cadrage. Et une fois que vous avez des parcours utilisateurs et des protos, vous pouvez commencer à constituer ce qu'on appelle un backlog. Alors le backlog, c'est très imprégné de la culture agile avec des méthodologies Scrum. Si jamais vous n'avez pas prévu de réaliser votre produit ou votre projet en mode agile et que vous êtes plutôt en cycle en V, c'est pas grave. Vous prenez votre backlog et ça va être le plan de vos spécifications. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un backlog pour ceux qui sont moins… Ouais, tout à fait. On va revenir dessus après. J'ai prévu une petite diapo exprès pour. Mais si vous voulez, le backlog, c'est une to-do list. C'est une liste de tout ce qu'il va falloir développer et c'est priorisé. On met la tâche la plus importante en haut et la moins importante en fait en bas et on fait des découpages dans la liste, des découpages temporels et avec l'équipe de réalisation ça nous donne en fait de la vision sur ce qui doit être réalisé en fait au cours d'une séquence temporelle. Okay. Alors petit focus. Maintenant, je vous propose un petit focus sur chacune des étapes. Et je vais essayer de pas trop m'attarder parce que c'est vraiment dense et je vais essayer de vous donner en fait un petit overview de chacune des étapes. Mais après, on passera aux petits tips, aux trucs et astuces pour réaliser tout ça en fait en remote. Donc, comme je le disais, l'interview. Alors, j'ai mis interview et immersion parce que normalement, quand on n'est pas en remote, ce qu'on a l'habitude de faire chez Palo, c'est que on débarque en fait chez nos clients pendant une journée, plusieurs demi-journées, et on va sur le terrain, on accompagne des utilisateurs. On a travaillé pour un acteur français de l'énergie, du carburant dernièrement. On a certains de nos collègues qui sont allés passer plusieurs demi-journées dans des stations-service pour vraiment regarder comment tout se passait et comprendre les besoins spécifiques en fait, des employés, des utilisateurs, comprendre les frustrations et les objectifs. C'est compliqué en remote, donc c'est pour ça que moi je vous propose plus de faire des interviews, identifier les gens interviewés, préparer des questions à leur poser, essayer de recueillir un peu leurs émotions, leurs expériences, leurs histoires, et essayer de comprendre en quoi votre projet, votre produit, il va vraiment pouvoir leur être utile. Et en interviewant ces personnes, vous allez pouvoir commencer à lister des grandes catégories d'utilisateurs. D'ailleurs, vous les avez peut-être déjà en fait identifiés. Et ces utilisateurs, on les appelle des personas. C'est un petit peu des archétypes d'utilisateurs. Ça va représenter des catégories d'utilisateurs. Voilà. Donc, recueillez un maximum d'informations. Soyez vraiment des enquêteurs. Parce que ça, c'est de tout ce que vous pouvez recueillir de la part de vos utilisateurs, c'est de l'or. Ensuite, on va travailler la vision produit. Donc ça, c'est le truc, c'est l'étape la moins facile parce que c'est un concept qui est relativement abstrait, la vision produit. La vision produit, c'est être capable de dire à quels utilisateurs on va s'adresser. Donc ça, normalement,
vous avez déjà identifié vos clients, vos segments, vos utilisateurs et vous les avez interviewés à l'étape d'avant. Donc ça, normalement, ce problème-là, il est réglé. La vision produit, c'est aussi définir les besoins que vous allez couvrir. Et ça, normalement, vous en avez parlé dans les interviews aussi. Là où ça commence à se corser, c'est que derrière ces besoins, il faut commencer à mettre des fonctionnalités. Ça va être les fonctionnalités de votre projet, de votre produit digital, sans trop rentrer dans les détails, encore une fois. Et il va aussi falloir parler de valeur. Il faut commencer en fait très tôt à chiffrer, à poser des KPI, commencer à lister ce que vous allez mesurer. L'idée, ça va être de mesurer l'impact positif que va avoir votre produit. Et ça va aussi mesurer la valeur que vous allez délivrer aux utilisateurs. Une fois que vous aurez ce livrable, et ça va peut-être vous demander plusieurs ateliers, faites autant d'ateliers qu'il faut tant que ce n'est pas clair pour tout le monde. Et cette vision, elle doit être ensuite partagée. Alors, comment est-ce que ça se matérialise, une vision produit? Moi, je vous propose ce document, ça s'appelle le Vision Board. Donc, c'est un document qui est libre de droit. Je vous ai mis la source en bas. C'est un monsieur qui s'appelle Roman Pichler et qui écrit beaucoup au sujet des projets digitaux et du produit sur Internet. Vous pouvez aller sur son site. Ce qu'il fait, c'est vraiment pas mal. Donc, ça, c'est une manière de formaliser en fait, une vision produit parmi tant d'autres. Moi, ce que je vous conseille, c'est faites-la en plusieurs ateliers, 1 ou 2 ateliers de 2 heures. Invitez votre équipe de cadrage et voilà, travaillez à remplir chacune des cases. Donc, je vous ai un peu détaillé comment ça se passait. Je pense que vous aurez les slides après ce webinar. Je vous ai mis le mode d'emploi en fait, de la vision produit. Je vais avancer, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est rempli. Donc normalement, on travaille avec des post-it dans des salles autour d'un tableau blanc. Là, je vais vous montrer juste après des outils qui vous permettent de continuer à travailler tous ensemble de manière collaborative, interactive et toujours avec des post-it. Bon, là, ce sera des post-it virtuels, mais ça ne change rien. D'ailleurs, ça vous facilitera la tâche puisque vous aurez plus qu'à faire un clic droit et tout sera facilement exportable en délivrable. Le Product Vision Board, c'est un moyen de formaliser une vision produit parmi tant d'autres. Il y en a d'autres que je vous ai listés en bas, là, le Business Model Canvas, qui va peut-être plus parler à ceux parmi vous qui sont entrepreneurs. Le Product Vision Board, c'est un peu comme un Business Model Canvas, sauf qu'on met de côté un peu toute la dimension les canaux de vente, les streams de revenus, ce genre de choses. Mais là, vraiment, dans ce document, vous synthétisez l'essentiel. Une fois que vous avez ce document, partagez-le, communiquez, envoyez-le à tout le monde, à votre hiérarchie, à vos collègues qui travaillent sur d'autres projets à côté. C'est super important. Et ce document, comme tous les documents qui constituent le cadrage, ils sont jamais vraiment terminés. C'est des documents qui vivent. Vous allez peut-être vous apercevoir après avoir réalisé votre vision produit qu'il manque quelque chose. Donc vous allez venir rajouter un post-it, vous allez venir rajouter une ligne et il n'y a pas de problème avec ça. C'est fait pour vivre, c'est fait pour se tromper aussi. Donc vous pourrez enlever des choses si vous vous apercevez qu'en fait c'était pas inclus dans la vision produit. Donc dans cette vision produit, on commence à lister là dans une des cases des fonctionnalités et des activités. L'étape d'après, c'est de travailler les parcours utilisateurs. Donc, pour permettre votre produit va permettre à vos utilisateurs ou vos clients de réaliser des objectifs. Pour réaliser ces objectifs, les utilisateurs ils vont être impliqués dans une succession d'activités. Les parcours utilisateurs, c'est ça en fait. Là, vous pouvez voir, je vous en ai proposé 2 formats. Celui qui est en bas à gauche, il est vraiment basico-basique. C'est une succession de briques bleues et vertes. C'est ce que j'ai fait pour un client. Et c'est juste lister les étapes les unes à la suite des autres.
pour le réaliser, alors je décale ça, pour le réaliser à distance, encore une fois, avec un tableau blanc virtuel, ça va être possible. En général, ça demande 1 à 2 ateliers parce que on a besoin de réfléchir, de réfléchir à notre première itération. Voilà, donc l'idée, c'est de poser les principales étapes, de regarder potentiellement de différents points d'accroche. Celui que je vous ai proposé en bas, c'était dans le cadre de la digitalisation d'un service. Et c'est pour ça qu'il y a un avant-après. Sur la droite, vous avez un format un peu plus complexe et un peu plus graphique. Donc voilà, ce sera à vous de choisir le format le plus simple pour vous. Une fois qu'on a cette succession d'activités, ce qu'on appelle un peu ce flux utilisateur ou ce flux narratif, on va pouvoir aller une étape un peu plus loin dans la réalisation du cadrage et une étape un peu plus loin, une étape un peu plus près de la première ligne de code. On va pouvoir creuser ces parcours utilisateurs et les décliner sous forme de périmètre fonctionnel. Et ça, c'est le rôle de l'atelier suivant, c'est le rôle de l'atelier de story mapping. Une story map, vous en avez sûrement vu affichée sur des murs, dans des bureaux, dans des salles. Souvent, c'est constitué avec plein de post-it de couleurs différentes. En fait, c'est des représentations de périmètres fonctionnels qui incluent en fait les personas qu'on a définis au tout premier atelier, les parcours utilisateurs qu'on vient de définir, et on vient rajouter en fait un niveau d'information supplémentaire. C'est le niveau fonctionnel en fait. On va lister toutes les fonctionnalités qui vont permettre à un utilisateur de réaliser les activités, et on va donner une priorité relative entre les différentes fonctions. Parce que là, l'idée de la story map, ça va être en fait pour vous de synthétiser l'ensemble des fonctionnalités du projet, du produit, et de les présenter de manière assez complète et cohérente. C'est un atelier qui demande beaucoup d'itérations. C'est pour ça que moi, je vous le conseille de le faire en 2 ou 3 ateliers avec vous, le PO, un UX designer et un maximum de stakeholders, à savoir de clients, d'utilisateurs. Et ça, encore une fois, ça va être possible de le réaliser avec un combo tableau blanc virtuel et un outil de visioconférence. Une story map, donc il y a 3 niveaux. Donc là, vous pouvez voir, il y a 3 couleurs de post-it. Chacune des couleurs de post-it veut dire quelque chose. On commence par préciser qui sont les utilisateurs. Donc ça, c'est super simple parce qu'on l'a fait au tout début avec les personas, les interviews. Chacun de ces utilisateurs, il est engagé dans des activités. Ça aussi, on a déjà l'information. On l'a vu en fait en faisant les parcours utilisateurs. Maintenant, c'est comme je disais, en fait, ces activités, elles impliquent des fonctionnalités. Et c'est là où en fait, on va lister et détailler les fonctionnalités. On parle aussi de user story. Une user story, c'est un récit utilisateur qui va raconter la fonctionnalité. Donc là, en fait, une des clés pour réussir un atelier de story mapping, c'est ce qu'on appelle le storytelling. Et ça va être de commencer à raconter l'histoire de vos différents utilisateurs à travers votre projet digital ou votre produit. Je vais illustrer mon propos juste après. Voilà un exemple de story map. Donc là, normalement, vous devez un petit peu reconnaître en lisant, on est sur un logiciel de type Outlook ou alors Google Agenda ou Gmail. On peut voir qu'on a plusieurs utilisateurs. Chacun de ces utilisateurs, donc là, c'est un peu dommage parce que les utilisateurs ne sont pas précisés, mais ils sont découpés par besoin. Là, on a l'utilisateur à gauche qui veut envoyer un mail, et là, à droite, on a des utilisateurs qui veulent mettre en place un rendez-vous, une réunion. Donc, vous avez pour chacun des personnages en rouge les différentes activités. Une activité, par exemple, c'est écrire un message, lire un message, supprimer un email.
pour chacune de ces activités, on a listé différentes fonctionnalités. Donc, je l'avais dit, enfin, je l'avais écrit à l'étape précédente, mais pas précisé. Sur l'axe horizontal, vous avez votre parcours utilisateur, votre flux narratif. Et sur l'axe vertical, vous avez l'axe de la priorité, de la complexité. On peut voir là le post-it qui est en haut à gauche, là, la toute première fonctionnalité, c'est créer et envoyer un email de base. Donc ça veut dire que l'écran, il s'affiche et on vous propose rien du tout. Et la fonctionnalité un peu plus complexe qu'on propose après, c'est d'envoyer toujours un message à un contact en récupérant son adresse. Et tout le travail de la story map, ça va être ça en fait. Ça va être pour chacune des activités de faire un découpage jusqu'à atteindre une granularité qui satisfait à la fois le designer et le développeur. Une granularité telle que on peut commencer à faire un découpage en séquence temporelle. Vous voyez là, il y a une ligne en pointillé. Et ça veut dire que on ne va pas traiter les sujets en même temps. Donc là, on part du principe qu'on va travailler en sprint. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais n'oubliez pas que l'axe vertical, c'est l'axe de la priorité et de la complexité. Une fois que vous avez fait votre story map, normalement, vous avez passé 2 ou 3 ateliers dessus. Vous êtes revenu sur ce que vous vous êtes dit, vous avez itéré, vous avez enlevé des post-it, vous avez remis des post-it, vous avez bougé de place. Et à un moment, c'est plutôt figé. Et quand ça commence à être figé, c'est le moment de demander à votre designer de commencer à faire des premiers wireframes, à des premiers prototypes. Un wireframe, c'est une représentation assez macro d'une interface. Donc là, vous pouvez les voir à l'écran. Donc ça ressemble à une interface, mais on peut voir, c'est un peu bizarre, il n'y a que 2 couleurs. Il y a du blanc et une sorte de beige là, ou de gris taupe. Ça permet de faire des premiers prototypes qui ne sont pas très longs à réaliser et de commencer à voir si tout ce qu'on s'est dit jusque maintenant, c'est cohérent et ça fait sens et c'est logique. Et on peut poser les parcours utilisateurs et les dérouler. Et comme je vous le disais aussi plus tôt, avec ça, vous avez déjà de la matière pour aller voir vos utilisateurs et leur montrer une première version vraiment très prototypée du projet, du produit, et potentiellement corriger un peu le tir de votre cadrage. Ça, comme vous pouvez le voir, c'est une capture d'écran qui est tirée d'un logiciel qui s'appelle Zeppelin, et ça se fait en ligne en fait. C'est un outil collaboratif. Et dès que votre designer finit un écran, il le pousse dans Zeppelin, ça apparaît, et comme ça, en fait, tout le monde peut bosser de chez soi et être notifié de quand il y a un nouvel écran qui est disponible. Là, je vais terminer. Là, c'est la dernière étape du cadrage. Après, on va parler des spécificités du mode remote et de tous ces petits trucs et astuces pour réaliser tous ces ateliers. Maintenant que vous avez une vision beaucoup plus précise de ce que vous voulez faire, ça peut être bien de commencer à lister toutes ces fonctionnalités et tous ces besoins dans un backlog. Donc le backlog, c'est la to-do list du projet. C'est tout ce que vont devoir réaliser les développeurs et les designers de manière à avoir un produit de qualité. Si vous voulez, vous pouvez aussi le voir comme un jeu de Lego. Si votre projet digital ou votre produit, c'était un jeu de Lego, et chacune des lignes du backlog, c'est un petit peu une brique en fait. Donc chacune des lignes du backlog, c'est aussi ce qu'on appelle une user story. Et si vous vous rappelez, à l'étape d'avant, quand on parlait de story mapping, là, les post-it orange, je vous ai aussi dit que c'est des user stories. Et c'est normal parce qu'en fait, chaque post-it orange de la story map, c'est une entrée du backlog. Alors bien sûr, ce sera une toute première version du backlog. Un backlog, c'est un outil qui est vivant. Vous allez le remplir une première fois, vous allez le partager avec votre équipe, et forcément, ça va vivre. Il y a des lignes qui vont se rajouter, il y a des lignes qui vont être supprimées, et ça, c'est tout à fait normal.
Ce backlog, il peut aussi vous servir en fait, à estimer la charge de travail. C'est un exercice qu'on peut vous demander, ça, d'estimer la complexité, enfin, d'estimer la charge de travail en point de complexité. Si jamais derrière, vous devez générer en fait un budget pour votre cadrage, ça, c'est un très bon point de départ parce que vous avez une vision assez holistique de tout ce qu'il faut réaliser pour réaliser votre produit. Donc ça, il y a aussi d'autres livrables que sur lesquels je ne vais pas détailler, que vous pouvez aussi inclure dans votre cadrage. Là, je passe rapidement là-dessus parce que ça peut piquer un peu les yeux. C'est la slide technique de la présentation. Demandez à votre profil technique, à votre développeur, à votre architecte, demandez à votre profil technique de vous faire un cadrage technique. Il va savoir, même si vous ne savez pas trop ce que c'est qu'un cadrage technique, le développeur saura ce que c'est. En fait, il va vous définir une architecture technique et faire des choix de langage informatique et de technologie. C'est très important. Onboarder un profil technique assez tôt dans le cadrage. N'attendez pas d'avoir fini le cadrage pour aller voir les développeurs et leur demander de commencer à coder. Ça va super mal se passer. Intégrez-les très tôt et ils seront vraiment de bons conseils. En plus d'être des membres de l'équipe, au même titre que tout le monde, ils vont réussir à vous guider en fait, dans la réalisation de votre projet digital. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter une partie analyse de la valeur, estimation de la charge de travail, ça j'en ai parlé, et aussi organisation du rôle et des responsabilités. Maintenant, on va parler du mode remote. Donc là, je me suis un peu attardé sur les différentes étapes. Attends, juste, Julien, j'ai quelques questions, juste avant qu'on passe au remote. Je sais qu'il nous reste un quart d'heure. J'avais des questions sur... tu utilises quel outil pour le tableau blanc virtuel quand tu fais les cadrages à distance? On utilise Miro. Ça s'écrit M-I-R-O. Juste après, je vous en ai listé plein des applications type tableau blanc virtuel. D'accord. Et tu parlais de Zeppelin après, tout à l'heure, le logiciel dont tu parlais? Ouais, tout à fait, Zeppelin. Zeppelin, c'est un outil qui permet de classer et d'archiver des maquettes réalisées par un designer. Et ça a aussi une fonctionnalité qui permet d'aider les développeurs à intégrer ces maquettes. Ça génère des morceaux de code qui permettent d'intégrer des éléments graphiques plus facilement dans un code. Ok, Et merci. Voilà. Après, j'avais une question qui n'était pas en mode remote et le reste, c'est sur le remote, donc je vais attendre que tu en parles. De Stéphanie qui disait, faut-il faire un cahier des charges idéal sans contrainte et l'affiner après ou tout de suite se mettre sous contrainte, ce qui casse un peu la créativité? C'est vrai, c'est une très bonne question. Faut pas se mettre de contraintes. Vous mettez pas de contraintes. Proposez vraiment ce qui vous semble être la bonne solution. Et voilà, là où les contraintes, je pense qu'elles peuvent être notamment au niveau du budget. Voyez ça dans un deuxième temps. Priorisez bien vos différents sujets à travers la story map et le backlog. Et si on vous applique des contraintes, réduisez le scope fonctionnel en vous aidant de la story map. Ok, et attends, à quel besoin les... j'avais une dernière question de Julien. À quel moment les besoins utilisateurs sont transformés et fonctionnalités produits priorisées? Quels sont les critères de priorisation? Sous quel format se présente du coup le scope fonctionnel du produit? Julien, je te mets le... Si tu veux te préciser ta question, tu n'es plus en mode mute. Oui, en fait, c'était une question. Vous m'entendez? Ouais. Ouais. Oui, voilà, c'était une question un petit au moment où il y avait le schéma de démarrage où tu as un petit peu détaillé ensuite. Mais donc, du coup, c'était vraiment le cœur de ma question, c'est de savoir à quel moment tout ce qu'on récolte des utilisateurs, on le transforme en fonctionnalité et comment on les priorise. Tout se passe sur la story map. Tous les besoins, tu les fais apparaître sur la ligne où il y avait les post-it rouges, là, le flux utilisateur, et tu les priorises en fait, de haut en bas.
et si besoin, au moyen de ce qu'on appelle les lignes de flottaison. Là, c'était les petits tirets et tu les priorises soit par release ou soit tu les priorises relativement en fait, en mettant les plus prioritaires en haut. Et les critères de priorisation, ça peut être la complexité, ça peut être la valeur délivrée à l'utilisateur. Ça, c'est un autre sujet dont on pourrait passer 1 heure à le traiter, les méthodologies de priorisation. Moi, ce que je te conseille, commence par prioriser par la complexité. Voilà. Ok. Ouais. Pardon, j'étais en sourdine. Ouais. Alors donc du coup pour aller, il nous reste donc 10 minutes pour parler du mode remote et il y a une question qui résume bien un peu ce qu'on attend de cette dernière partie. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur comment tu animes un atelier de parcours utilisateur à distance? Pour nous, c'est souvent un exercice qui est déjà difficile à expliquer aux participants quand on le fait en présentiel. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu le présentes l'exercice et comment tu le mènes à distance? Voilà. Donc Yes. ouais. Donc, je vais peut-être aller j'allais direct au but. Donc là, je vous ai laissé quelques conseils pour déjà s'organiser, organiser son équipe de cadrage en fait, à distance. Prenez bien en compte que la distance, ça peut être géographique, mais aussi culturelle. Quand vous passez en mode remote du jour au lendemain, essayez pas forcément de transposer l'organisation réelle dans l'organisation virtuelle. Repensez un peu toutes les réunions, les rituels. Parlez-vous beaucoup, même pour parler pas de boulot. Définissez un peu des contrats, donc définissez quand est-ce que vous pouvez vous appeler, jusqu'à quelle heure. Pensez à travailler en asynchrone, donc pensez à plus écrire pour pas trop voilà, vous passer du temps à être réunis tous ensemble. Essayez d'automatiser un maximum vos outils et de les faire remonter en fait dans des fils de discussion. Nous, par exemple, on a un Slack dans lequel tous nos outils là remontent des notifications. Les applis remontent des notifications, l'outil qui gère le backlog remonte des notifs. Et ouais, utiliser la caméra, c'est plus sympa de se voir quand on travaille ensemble. Communiquer beaucoup, on perd tout ce qui est management visuel, on n'a plus rien sur les murs. Les 80% de communication non verbale, on les voit plus en fait. Donc ça va être super important en fait en atelier. Quand vous faites un atelier, quel que soit l'atelier, donnez beaucoup de contexte. Rappelez pourquoi on est là. Rappelez ce qu'on a fait avant, rappelez les objectifs, rappelez qui vous êtes, ce que vous faites. Donnez beaucoup de détails. N'hésitez pas à vous répéter. Il y a la culture du feedback aussi. Débriefer des ateliers, demander comment ça s'est passé, autant sur le fond que la forme. Et soyez super transparent. Diffusez toutes vos infos, ouvrez vos répertoires, laissez votre backlog ouvert. Là, il y a quatre pistes pour vous aider en fait à développer et fluidifier votre mode de fonctionnement en remote. Il y a les valeurs d'entreprise sur lesquelles vous pouvez jouer en fait. Donnez beaucoup d'autonomie et de confiance à vos équipes. Ça leur facilitera la tâche. Douter, tester plein de manières différentes de bosser et aussi partager autre chose que les projets et les produits. Si vous pouvez, donc faites des off-site en réel. Donc là, ça va être compliqué en mode période de confinement. Mais sinon, voyez-vous en vrai. Et sinon, faites des machines à café ou des déjeuners virtuels. C'est pas mal pour créer du lien. Animer des ateliers à distance. Je vais passer un peu plus de temps là-dessus parce que je crois penser qu'il y a pas mal d'attentes à ce sujet. Un atelier à distance, il y a quelques petites choses qui changent. Donc, on ne se voit plus. On ne s'entend plus parce que le logiciel, il laisse parler qu'une personne à la fois. Donc, ça va être un petit peu bizarre. En plus, on n'aura pas tous la caméra d'allumer. On saura encore moins si les gens ils sont sur leur téléphone pendant qu'on parle. Donc, il va falloir s'adapter. Je ne sais pas si, quand vous faites vos ateliers, vous êtes des adeptes des Energizer. C'est un petit jeu qu'on fait en début d'atelier, comme ça, pour lancer la machine
à briser la glace, continuez à le faire en remote. C'est possible. Là, je vous ai mis un lien avec des icebreakers pour les équipes virtuelles. C'est possible. Comme je disais plus tôt, les ateliers, ils restent aussi importants. On va juste adapter en fait, leur forme. Voilà, l'autre jour, on a fait un atelier où c'est pas moi qui animais l'atelier, mais voilà, il fallait montrer à la caméra une photo qu'on avait dans son téléphone et parler de cette photo. Comme ça amenait un petit peu à parler de soi. Donner beaucoup de contexte sur ce qu'on fait. Préparer un minimum de matière. Donc, si vous devez travailler, par exemple, sur les parcours utilisateurs, vous allez utiliser un logiciel de tableau blanc, vous allez utiliser Zoom. Commencez pas par une page blanche, déjà. Posez un minimum de matière. Moi, ce que j'avais fait, par exemple, c'est que pour créer des nouveaux parcours utilisateurs, j'avais formalisé les anciens et on était parti des anciens qui s'étaient affichés à l'écran et ça avait aidé les gens en fait à itérer dessus. Il va falloir beaucoup aller chercher les gens, donner du rythme. En fait, on parle de distribution de la parole. C'est facile quand on est autour d'une table de voir qui ne parle pas. C'est facile de voir les gens qui sont un peu en retrait, qui s'effacent. Quand on est à distance, c'est super compliqué. Donc, il va falloir que vous ayez un binôme. De toute façon, en atelier, en réel, normalement, on le fait toujours au moins à deux. Il y a un animateur et un facilitateur. Et ce binôme, ça va être aussi votre relais quand vous allez avoir une petite baisse d'énergie, une petite baisse de tension. C'est lui qui va venir un peu relancer la machine. Et là, c'est pareil à distance. Ce facilitateur, il va venir un petit peu aller relancer les gens, relancer les affirmations, reposer les questions. D'ailleurs, c'est aussi le rôle de l'animateur. Et il va aussi regarder qui ne parle pas en fait pendant l'atelier. Il va essayer de voir qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas et faire participer les gens. Quand vous faites des ateliers à distance, le choix des outils il est super important. On parle de tableau blanc virtuel. Quand vous donnez accès à vos utilisateurs à des outils comme ça, mettez-vous à la place de vos invités. Vérifiez qu'ils ont tous bien accès à l'outil. Vérifiez que ils sont peut-être sur l'ordinateur d'une entreprise qui leur interdit d'accéder à Miro, par exemple. Posez-leur la question, mettez-vous à leur place. Est-ce qu'ils ont bien pensé à créer un compte? Relancez-les par mail. Accompagnez-les dans la familiarisation avec l'outil. On sait tous comment se servir d'un post-it et d'un crayon en réunion. Utiliser Miro, c'est peut-être pas forcément intuitif, bien que l'outil le soit beaucoup pour tout le monde. Donc, il y a peut-être, en fonction de la maturité des gens qui sont conviés à la réunion, il y a peut-être un quart d'heure, 20 minutes en début de réunion qui vont être consacrés à une sorte de mini-formation aux outils. Peut-être qu'aussi en amont de la formation, appelez tout le monde, envoyez-leur des messages, proposez-leur votre aide pour qu'ils puissent bien se connecter et s'équiper. Pas plus de 2 heures les ateliers. Vous allez voir de toute façon au bout d'1 heure et demie, en tant qu'animateur, vous allez être crevé. Le fait d'être en écoute active tout le temps et de donner du rythme et de tout le temps en parler, vous allez saturer à un moment. Donc pas plus de 2 heures. Donc du coup, limitez le périmètre de vos ateliers. C'est pour ça que je vous disais de faire une story map en 2, 3, peut-être 4 fois s'il faut. Soyez humble, vous allez vite voir qu'on est limité en fait quand on fait des ateliers à distance. Tout est possible, il faut juste s'organiser un peu plus sur la longueur et sur plusieurs jours. Ensuite, évitez d'inviter trop de monde parce que comme je le disais, les outils de visioconférence, ils ne permettent pas en fait à tout le monde de parler en même temps. 5-6 invités, un organisateur, un facilitateur, franchement, c'est pas mal. Et si tout se passe bien, vous allez vous retrouver dans des situations comme celle-ci. Donc là, vous pouvez voir, là, c'est nos équipes de l'Asie, chez Palo, qui sont en train de bosser et qui font un atelier. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est de l'idéation. Et vous pouvez voir, tout le monde participe, c'est fluide, c'est interactif. Et ça, c'est quand tout se passe bien.
Ça, c'est un tableau blanc en fin de projet. Vous pouvez voir, on dirait le mur d'une salle, en fait. On en a collé un petit peu vraiment partout. Et donc, c'est quelque chose de vectoriel. Donc, vous pouvez zoomer sur les différents éléments du tableau blanc. C'est super pratique. Donc, on a parlé pas mal d'outils jusque maintenant. Là, je vous ai mis une liste d'outils que moi j'ai utilisés et dont je sais ils sont robustes et ils sont aussi collaboratifs. Et ils ont l'avantage d'être interconnectables. C'est-à-dire que vous pouvez brancher un Miro avec un Slack, par exemple, et obtenir des notifications quand quelqu'un veut se connecter, quand quelqu'un fait les changements. Pour les tableaux blancs virtuels, Miro, c'est un petit peu depuis le début du confinement, c'est un petit peu la star, j'ai l'impression. Il y en a plein d'autres. Il y a Iobeya, Draft.io. Il y a Jamboard de Google. Pour la gestion de projet agile, vous pouvez prendre Jira Confluence. Si vous n'avez pas des licences Jira Confluence, vous pouvez utiliser Google Drive. Un tableau Excel peut aussi faire l'affaire. Pour gérer les tâches, gérer une équipe, vous pouvez le faire avec des outils comme Klaxoon. En plus, franchement, c'est top ce qu'ils font. C'est une boîte française. Ça vous permet de gérer une équipe, faire des jeux, des ateliers à distance, c'est top. Vous pouvez aussi utiliser Notion pour la gestion documentaire. Trello, c'est nickel, ça va vous permettre de suivre un petit peu des tâches qui sont en cours dans une équipe. Et vous avez aussi Asana, c'est un petit peu le concurrent de Trello. Pour le design, il y a la suite Sketch et Zeppelin qui se complètent bien. Sketch, c'est un outil de design. Zeppelin, ça vous permet de gérer en fait un portfolio de prototypes et d'images. InVision, ça fait pareil. Et InVision, il a la particularité de vous permettre de réaliser des prototypes. Pour les visioconférences, vous pouvez utiliser Framatalk, c'est français. C'est un peu victime de son succès puisqu'il y a tous les professeurs et enseignants de l'éducation nationale qui s'en servent pour continuer à donner cours. Il y a Zoom qu'on utilise aujourd'hui, mais qui subit aujourd'hui des petits problèmes de sécurité. C'est pour ça que je vous conseille d'autres outils. Il y a Hangout de Google ou Whereby. Et pour la communication, il y a Slack, le grand classique, ou alors il y a Discord. Discord, c'est un logiciel de chat qui était utilisé à la base par les gamers, les personnes qui jouent aux jeux vidéo en ligne. Et en fait, c'est super pratique pour créer des salles, des ateliers. Alors, Julien, juste là, il y a pas mal de participants qui s'en vont parce qu'il est 11h. Ouais. Donc déjà, ils te remercient. Certains demandaient, il y avait des questions sur la gratuité ou non de certains de ces outils. Je sais que le Slack, il est gratuit pour des petites équipes. On peut demander pour Klaxoon ou les prix abordables peut-être. Est-ce que ça coûte, combien ça coûte, si ça coûte de l'argent? Alors, quasiment tous les logiciels dont je parle, il y a des versions gratuites. Donc, vous en doutez bien, elles sont gratuites, mais elles sont limitées. Mais elles sont parfaitement adaptées à des petites équipes. Nous, par exemple, Miro, chez Palo, Miro, on est passé sur la version payante. Pareil pour Notion, pareil pour Slack. Klaxoon, je connais pas le modèle tarifaire, mais j'imagine que c'est abordable. Mais il y a une version gratuite qui existe et qui permet de bien tester l'outil. Et alors, j'ai une question de Laure sur quel outil tu utilises pour le backlog? Le backlog, j'utilise Jira. Jira. Ensuite, donc Jira, je ne vous le cache pas, c'est un logiciel qui coûte un peu cher. Si vous avez des moyens limités, vous pouvez utiliser Notion, vous pouvez utiliser Trello. Vous prenez une version Trello gratuite. Trello, ça vous fait un backlog génial. Vous pouvez aussi utiliser un tableur Excel ou un tableur Google Drive pour faire un backlog. Ça marche aussi très bien. Ok, super. Merci Laure. Je pense que du coup, tu as eu la réponse à ta question. Je te laisse finir. Pour terminer, je vous avais donné 2 recommandations de lecture. Un premier bouquin qui parle vraiment de la phase plus de cadrage. Ça reprend beaucoup de choses que j'ai pu aborder dans la première partie. La deuxième recommandation de lecture, c'est le blog de la société Buffer.
Buffer, c'est une société qui a la particularité de ne pas avoir de bureau. 160 employés dans 16 pays et ils se voient quasiment jamais. Et c'est eux qui ont un peu créé la culture du travail en remote. Tout ce qu'on peut lire aujourd'hui sur la presse en ligne, dans d'autres blogs, il y a de fortes chances que ça a été initié par Buffer. Donc, allez voir leur lecture, c'est vraiment pas mal. Et puis, ben voilà, je crois que c'est tout pour moi. J'en avais terminé là. Super, merci Julien. Est-ce que vous avez des dernières questions? Je le mets sur le chat. Donc, je vais renvoyer. Alors, les personnes qui n'ont pas eu la presse, je veux bien que vous mettiez vos mails, comme ça, je vais vous l'envoyer. Ouais, de toute façon, je reste joignable si vous avez encore des questions sur quoi que ce soit, sur des sujets que j'ai pu évoquer, mais pas assez, pas Ouais. assez abordés à votre convenance. Normalement, les participants ont mon mail. Donc, si vous voulez si vous voulez approfondir certaines choses, n'hésitez pas à m'écrire et je transmettrai à Julien. Donc, voilà, merci. Voilà, merci. Très édifiante ta présentation, Julien. Voilà, dans les commentaires. Merci. Il y a eu un petit bug. Donc, en fait, tout le monde s'appelait Jessica Laïc. Donc, je ne pouvais pas trop voir qui était qui. Je ne sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive, mais il y a eu un petit souci dans les noms. Voilà, c'était très clair, enrichissant. Pas de questions, que des remerciements. Donc, j'attends encore une minute, voir s'il y a des dernières questions. Donc, si vous avez des dernières questions, c'est maintenant sur les outils, sur tout ce qui a été dit ce matin. Il reste encore une minute. Et puis après, vous allez pouvoir vaquer à vos occupations respectives. Oui, donc il y aura un replay du webinaire tout à fait la semaine prochaine. Enrichi avec un petit CR avec les éléments de présentation. Oui, ok. Bon, bah, je pense que voilà, tout le monde. Bon, bah, voilà, que des remerciements. Donc, je pense qu'on est bon. Pas de questions. Pas de questions. Ouais, ok. Bon, bah, merci beaucoup à tous. Bonne journée. Et puis, si vous voulez poser une question, vous avez la caméra, là, vous pouvez bouger la main ou. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Bah, merci beaucoup et puis bonne journée à tout le monde. Et donc, si vous voulez vous renseigner sur l'initiative Tech for Good France, je vous invite à aller sur notre site internet. Je vais le mettre dans le chat. Si vous voulez nous rejoindre, on est en pleine campagne d'adhésion. Donc, je vous mets notre site. Si vous voulez y faire un petit tour pour voir ce qu'on fait. Donc, on est un réseau d'entrepreneurs et d'investisseurs de la Tech for Good, donc des entrepreneurs sociaux qui utilisent la tech comme levier pour avoir plus d'impact. Donc voilà, merci Julien pour la présentation, merci à tous les participants et puis bonne journée à tous. Merci pour l'invitation, Jessica. Ouais. Merci Julien, salut. Oui. Merci.